En 1905, Albert Einstein, qui était alors complètement encore inconnu, va écrire sur un bout de papier une équation qui va devenir la plus connue et la plus jolie équation de toute l'histoire de la physique. La fameuse équation E égale m fois c carré. Mais que signifie cette équation égale mc carré? Et pourquoi Einstein l'a écrite? Et surtout, pourquoi est-ce que les autres l'ont acceptée? Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tout ça et de vous faire comprendre quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, à savoir le sens profond de cette équation E égale mc carré. Et pour commencer, il faut savoir que Einstein, lui, a prouvé cette équation. Il a déduit cette équation d'une hypothèse incroyablement lumineuse et simple, à savoir l'hypothèse selon laquelle la vitesse de la lumière est absolue. Et c'est complètement fou de se dire que l'hypothèse selon laquelle la vitesse de la lumière est la même pour tous implique l'équation E égale mc carré. C'est juste fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la démonstration n'est pas si compliquée et en gros on va pouvoir parler des grandes lignes en tout cas de cette démonstration dans une vidéo Sense for All. Imaginons Sheldon avec un double sabre laser sans bout. Quand il l'allume, 2 rayons de lumière partent à l'infini. L'ensemble Sheldon plus sabre laser perd alors l'énergie E des 2 rayons de lumière. Notons de plus que dans son référentiel, tout est alors symétrique. Il n'y a donc aucune raison qu'il se mette à se déplacer vers la droite plutôt que vers la gauche, et on conclut donc que Sheldon reste immobile. Du coup, dans tous les référentiels, la vitesse de Sheldon reste inchangée. Ajoutons maintenant Leonard à cette expérience de pensée. Supposons que, pour commencer, il est dans le même référentiel que Sheldon, puis il se met à courir vers Sheldon, atteint une vitesse v, voit Sheldon allumer son sabre laser, puis s'arrête devant Sheldon. Dans les référentiels successifs de Leonard, c'est Leonard qui est immobile, et Sheldon qui va acquérir une vitesse. Ainsi, Leonard voit un Sheldon qui gagne une énergie cinétique, puis perd l'énergie des rayons de lumière, puis perd son énergie cinétique. A priori tout va bien, sauf que dans le référentiel de Leonard, Sheldon et donc la source de lumière sont en mouvement. Et ça, à cause de l'effet de Doppler relativiste qu'Einstein avait déduit de l'hypothèse selon laquelle la vitesse de la lumière est la même pour tous, ça veut dire que les rayons de lumière émis par le sabre laser de Sheldon ne vont plus avoir la même énergie. Le rayon de lumière qui va vers Leonard va être plus bleu et emporter plus d'énergie, tandis que le rayon qui s'éloigne de Leonard va lui emporter moins d'énergie. Mais si on ajoute les énergies des 2 rayons, on conclut que l'énergie emportée par les 2 rayons de lumière est plus grande dans le référentiel de Leonard que dans celui de Sheldon. Or, le bilan de l'énergie perdue par Sheldon et son sabre laser doit être le même dans le référentiel de Sheldon comme dans celui de Leonard. La conclusion inéluctable d'Einstein est que l'énergie cinétique de Sheldon était plus grande avant l'allumage du double sabre laser qu'après. Mais ça peut paraître débile, puisque l'on a dit que la vitesse v de Sheldon reste inchangée lors de l'allumage du sabre laser. Or, l'énergie cinétique est 1/2 de mv carré. Donc si l'énergie cinétique avant était plus grande qu'après, c'est donc forcément parce que la masse de Sheldon et de son sabre laser a diminué au moment de l'émission des rayons de lumière. Dans le référentiel de Leonard, la variation de masse, la masse perdue par Sheldon et son sabre laser, est égale à 2 fois E, où E est l'énergie emportée par les rayons de lumière dans le référentiel de Sheldon, fois ce bidule là, qui fait intervenir la vitesse de Sheldon dans le référentiel de Leonard et la vitesse c de la lumière. Et donc ce que l'on voit dans cette équation, c'est que Sheldon et son sabre laser perdent un petit peu de masse et que cette masse perdue dépend du référentiel depuis lequel on regarde Sheldon. Maintenant, ce qui nous intéresse sans doute plus, c'est de voir quelle est la masse perdue par Sheldon selon lui. Et ça, pour ça, il suffit de prendre la limite de tout ça lorsque V tend vers 0. En particulier, on peut faire un développement limité, c'est ce qu'Einstein a fait dans son papier original. Et lorsqu'on fait ça, on tombe sur la fameuse équation m est égal à E sur c carré. Qui est d'ailleurs la vraie équation. La vraie équation, c'est pas E égale mc carré, c'est n est égal à E sur c carré. Bon, bien sûr, c'est 2 équations équivalentes, mais je pense qu'il est super important de l'écrire m est égal à E sur c carré, car le message que l'on envoie quand on écrit m est égal à E sur c carré n'est pas le même que si on écrit E égale mc carré. Ici, m est égal à E sur c carré,
dit que la masse perdue par Sheldon est l'énergie qu'il a perdue divisée par c carré. C'est une définition de ce qu'est la masse perdue. Ce n'est pas du tout une façon de définir l'énergie. En particulier, j'entends souvent des mauvaises interprétations de l'équation E égale mc carré. On entend souvent dire, par exemple, que la masse est une forme d'énergie, ou que la masse peut être convertie en énergie, ou qu'il y a équivalence entre masse et énergie. Tout ça, c'est assez faux. Alors, je suis pas du tout en train de dire ça pour dénigrer, stigmatiser ou condamner ceux qui le disent. Il y a des gens très bien qui disent ça, même des gens géniaux qui disent ça, dont je suis fan. Mais qui dit ça un peu à la va-vite dans une phrase. C'est pas grave de dire ça. Si on veut parler de la relativité en général et qu'on dit une phrase comme ça au détour d'une phrase, c'est pas grave. Je condamne pas du tout ces gens-là. Au contraire, je trouve que c'est génial ce qu'ils font et que s'il y a des petites imprécisions, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est à des fins pédagogiques. J'essaie de vous faire comprendre le vrai sens de l'équation E égale mc carré. Et pour y arriver, c'est utile de montrer que des façons de parler que l'on a de la physique d'Einstein ne sont pas valides et ne sont pas conformes à ce que Einstein lui dirait. Mais alors, que dit vraiment l'équation E égale mc carré? Pour bien comprendre cette équation, il nous faut d'abord comprendre le concept de masse. La masse, en tout cas celle qu'étudie Einstein dans son papier de novembre 1905 à ce sujet, c'est l'inertie. Cette inertie mesure la résistance des objets à voir leur vitesse modifiée. De façon grossière, la masse inertielle est alors la quantité d'énergie qu'il faut ajouter ou retirer à un corps pour modifier sa vitesse de 10 km/h ou plus. Pour illustrer ceci, imaginons que je me jette sur Sébastien Chabal. Très probablement, il ne bougera pas d'un poil quand moi je tomberai par terre. Si je n'ai pas pu affecter son mouvement, c'est parce que Chabal possède une très grande inertie. Toute l'énergie cinétique de mon mouvement ne suffit pas à le faire reculer. A l'inverse, mon mouvement aura été complètement arrêté car mon inertie est bien plus faible que celle de Chabal. Notez que dans ce raisonnement, la gravité n'intervient pas du tout. Tout ce que je viens de dire reste vrai si je percute Chabal dans l'espace intergalactique. D'ailleurs, la gravité sera elle aussi complètement repensée par Einstein en 1915. On y viendra, mais pas tout de suite. Bref, ce que dit Einstein, c'est qu'un objet qui a absorbé beaucoup d'énergie va acquérir beaucoup d'inertie. L'inertie est une propriété émergente d'une accumulation d'énergie. En fait, ce qu'Einstein a réussi à faire en disant ceci, c'est déterminer la cause de l'inertie. L'inertie n'est plus une propriété fondamentale et intrinsèque des objets qui nous entourent, c'est maintenant une conséquence du fait que ces objets sont des concentrations d'énergie. Et le plus fou, c'est qu'Einstein a déduit tout ça de la seule hypothèse selon laquelle la vitesse de la lumière est absolue. Incroyable. Et donc par exemple, l'inertie de mon corps, mon inertie, elle vient d'où? Elle vient uniquement de l'énergie que j'ai réussi à emprisonner à l'aide de mon corps. Cette énergie, en fait, elle vient essentiellement à 98 voire 99% du champ gluonique, du champ de la force forte, que les quarks, des nucléons, des noyaux, des atomes, des cellules, des tissus de mon corps ont su emprisonner. C'est fou, tout ce que je suis en fait c'est de l'énergie du champ des gluons emprisonné à 98-99%, le pourcent restant ayant été découvert seulement des années après Einstein, dans les années 60, par Peter Higgs, qui donne de la masse différemment aux électrons, aux quarks et aux bosons W et Z. Mais ce mécanisme de Higgs, dont on a tellement entendu parler au cours des dernières années, en fait, il est responsable seulement de 1 à 2% de la masse de nos corps, quoi. Enfin, très peu, quoi. Le gros de la masse, c'est de l'énergie du champ des gluons que l'on a réussi à emprisonner, quoi. C'est fou, quoi, quand on se dit ça. Je vous renvoie à ce sujet vers l'excellente vidéo de Veritasium et je vous renvoie aussi sur l'excellente vidéo de PBS Spacetime sur égal mc carré et sur l'origine de la masse et de la matière. Et je vous renvoie aussi vers le papier original d'Albert Einstein qui est vraiment lisible, il ne fait que 3 pages et il est vraiment pas si compliqué, il est vraiment compréhensible, enfin en tout cas pour un papier de physique théorique, dont le titre, je le rappelle à voix haute,
c'est est-ce que l'inertie d'un corps dépend de l'énergie qu'il contient, qui est vraiment le message clé d'Einstein. D'ailleurs, à la fin du papier, il dit bien que la masse est vraiment qu'une mesure de l'énergie d'un corps, qui est contenue dans un corps. Et le génie d'Einstein avec cette équation, c'est qu'il a proposé une façon de tester directement son équation en imaginant des particules radioactives, notamment les sels de radium. Et il s'est dit que si elles émettent des rayonnements lumineux, c'est que leur masse doit forcément diminuer. Et ça, c'est tout le génie d'Einstein d'avoir pensé à tout ça. J'espère que j'ai été à peu près compréhensible dans cette histoire. J'espère aussi que ça va vraiment révolutionner votre vision de ce qu'est la masse, de pourquoi est-ce que les objets sont difficiles à bouger. Car moi, ça m'a complètement retourné l'esprit de constater qu'en fait, tout ce qui est masse, tout ce qui est résistance au mouvement est en fait juste de l'énergie emprisonnée. Et je vous invite vraiment à réfléchir à la phrase la masse peut être transformée en énergie ou quelque chose comme ça, et d'essayer de comprendre par vous-même pourquoi je pense que c'est complètement faux. Pourquoi, et je suis pas le seul à penser ça, hein, les physiciens théoriciens bien plus intelligents que moi le pensent aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez vraiment méditer le sens de ce qu'est la masse. Par ailleurs, pour l'instant, j'ai reçu aucune réponse par rapport au défilé. Je vous invite vraiment à essayer d'y réfléchir et essayer de le résoudre. C'est un problème très très intéressant. La prochaine fois, je donnerai la solution à cet exercice et ça va me permettre aussi de parler des diagrammes de Minkowski. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez-la un pouce vers le haut, faites-le vraiment parce que pour l'instant, la chaîne a vraiment du mal à décoller. Et j'aimerais bien que ça décolle un petit peu plus. Mettez vos commentaires, vos questions ci-dessous, j'essaierai d'y répondre la prochaine fois s'il y a des bonnes questions. Et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. You'll often see statements like, mass is a form of energy, or mass is frozen energy, or mass can be converted to energy. That's the worst one. Unfortunately, none of these statements is quite correct. You can see that the change in mass of the cat must be equal to the energy of the light emitted divided by c squared. Or, as you've heard before, E equals mc squared.